Vous allez quand même avoir droit aux toxidermies, hein, voilà, que vous ne vouliez ou non. C'est comme ça. Alors, bon, comme c'était un gros topo, là, on a fait très résumé sur un cours qu'on a déjà donné 30-40 minutes, et c'est quelque chose de très pratico-pratique. Quand vous suspectez une toxidermie, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, en gros, les toxidermies, la gestion, c'est toujours une tâche très ardue. Il y en a, à moins qu'elles soient sévères ou vous les voyez directement au cabinet, mais il y en a qui ne sont pas confirmées, qui sont parfois rapportées par le patient lui-même, notamment quand c'est bénin. L'importance de cette présentation, c'est de connaître les différents types de toxidermie, les risques, les complications éventuelles, savoir est-ce qu'on doit hospitaliser ou pas, et quand adresser le patient enfin à un centre de référence. Rapidement, donc les catégories de réactions, ça comme Hélène a dû déjà dire au préalable, nous sommes dans les réactions d'hypersensibilité médicamenteuse, donc toutes les réactions qui vont ressembler à des réactions allergiques. On va avoir les réactions allergiques et non allergiques. Et dans les allergiques, nous allons avoir les retardés avec un délai au-delà d'1 heure jusqu'à 7 jours à médiation cellulaire. Alors attention, c'est un piège parce qu'il y a des toxidermies. Avec réintroduction, ça vient en 30 minutes. Donc comme quoi, la clinique est pas toujours, il faut se méfier et c'est toujours la lésion primaire qui est importante. Et dans ces toxidermies, on va en avoir toute une flopée qui est, dans 80% des cas, l'exanthème maculopapuleux. On aura l'érythème pigmenté fixe, la pustulose exanthématique aiguë généralisée, les DRESS syndromes, les nécrolyses épidermiques toxiques, les vasculites très rarement. L'érythème pigmenté fixe, je l'avais déjà mis. Les facteurs de risque. Alors, les facteurs de risque qui sont indépendants des réactions cutanées graves aux médicaments, donc dans les toxidermies, les HIV, donc énormément d'HIV chez nous font des toxidermies sévères, les pathologies chroniques ou même auto-immunes ou les insuffisants rénaux chroniques. Imaginons un médicament qui est à élimination rénale. Tant que le médicament est dans le corps, la toxidermie va se prolonger. Et donc ça, c'est un facteur de risque. L'atopie n'est pas un facteur de risque pour l'allergie médicamenteuse et notamment aussi pour les toxidermies. Par contre, il y a des prédicteurs, des marqueurs génétiques pour l'allergie retardée, et c'est notamment bien mis en évidence pour les SCARS, donc les réactions sévères, notamment l'HLA B5701 et le DRESS à la bacavir, le B5801 et les Steven Johnson à l'allopurinol. Il y en a toute une flopée qui sont plus sur justement les Afro-Américains et aussi les populations chinoises de type 1. Rapidement, donc ça, on vous avait évoqué, je pense hier, donc les classifications de Gale et Coombs. Dans la toxidermie, donc dans tout ce qui est retardé, on va être dans du type 4 et on va avoir 4 sous-types A, B, C, D en fonction du profil cytokinique qui va se différencier en fonction des toxidermies. Devant toute toxidermie, en premier, on fait quoi ? On évalue la lésion primaire. C'est ce qui va vous donner le diagnostic de la toxidermie et donc de l'imputabilité du médicament. Donc, comme je vous ai dit, les types de réactions, essentiellement, on aura de l'exanthème maculopapuleux, le SDRIF, je vais vous le montrer très rapidement, l'érythème pigmenté fixe, très rarement l'érythème polymorphe, la pustulose exanthématique aiguë généralisée, les DRESS, les nécrolyses épidermiques toxiques et très rarement les vasculites. Et donc, comme vous avez dit, effectivement, il faut distinguer réaction immédiate, réaction retardée. Vous avez vu, c'est parfois très difficile. Il y a des réactions immédiates qui peuvent arriver plus tardivement et il y a des réactions retardées qui peuvent venir très vite. Nous, on a des DRESS, des réintroductions. En 30 minutes, ils font une clinique. Les érythèmes pigmentés fixes, ils peuvent venir 1 heure après la première prise du médicament, 1 à 2 heures. Ils reprennent, ils vont faire un petit SJS-like et en 30 minutes. Donc, il faut se méfier et c'est toujours la clinique qui va prôner. Donc, pas que le timing, la lésion primaire. L'exanthème maculopapuleux, une jeune fille qui a eu un EMP sur la terbinafine pour un intertrigo entre les orteils. Pas de chance, c'était une corynebactérie, donc on l'a mis pour rien en plus. Enfin, le généraliste l'a mis pour rien, comme quoi. Et donc, typiquement, l'EMP le plus fréquent, typiquement, on va dire que c'est entre 4 et 24 jours. Même chose, on n'a pas des délais archi précis. Il faut faire attention, on n'est pas à 1 jour près et il faut rester assez ouvert. Bien sûr, si on a une réintroduction, ça va revenir plus vite. C'est la majorité des toxidermies. On peut avoir une hypérexie, une hyperéosinophilie associée et on peut avoir des atteintes hépatiques et rénales, mais attention, alors à ce moment-là, il faut suspecter éventuellement un DRESS. Le SDRIF, pour Symmetrical Drug-Related Intertriginous and Flexurella Exanthema, ça va ressembler un peu à l'EMP, mais typiquement au niveau des plis. C'est quelque chose qui vient très vite, dans les moins de 5 jours. En général, c'est 48-72 heures, et c'est typiquement les bêta-lactamines et les PCI. Vous voyez ça,
Il faut chercher absolument s'il n'a pas eu un produit de contraste et autres, parce que les gens, ils vont pas le noter qu'il a eu un PCI. Ils vont dire, il a commencé un nouveau traitement anticancéreux. D'office, c'est ça. Souvent, c'est le PCI ou la bêta-lactamine. En général, c'est des toxidermies plutôt bénignes. La PEAG, la pustulose exanthématique aiguë généralisée, c'est quelque chose de très rapide, typiquement dans les 72 heures. On dit 1 à 4 jours, et on va avoir une triade. Ils vont être tout rouge, érythème scarlatiniforme. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule zone de peau saine. Vous allez avoir plein de micropustulettes, vous voyez, comme vous voyez ici. Donc, plein de micropustulettes stériles, non folliculaires, au niveau des troncs et des grands plis, associées à une pyrexie et une neutrophilie. Si on arrête le médicament, ça guérit très très vite. Essentiellement, c'est médicamenteux, mais il y a des virus qui peuvent le faire, et particulièrement un qu'on verra. Et avant, on avait aussi les érythèmes mercuriels. Donc les intoxications au mercure vont faire la même clinique. Et vous voyez, donc ça, c'est un patient qui était aux urgences, qui a fait une PEAG directement à 48 heures d'augmentin. Et donc vous voyez vraiment ce rash scarlatiniforme, on n'a pas du tout de zone de peau saine et ces micropustulettes. Alors du coup, parfois, on reçoit ça à la consultation. Bon, c'est bien, hein, ils suspectent, ils pensaient à une PEAG à la céfuroxime. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est beaucoup plus prononcé, des grosses pustules, c'est bêtement une candidose. Mais bon, c'est bien qu'ils y aient pensé. Ça a fait gagner du temps à la consultation. Une jeune fille, même chose. C'est plus difficile sur peau noire, mais en fait, on voit qu'elle est complètement érythrodermique. En fait, elle est toute rouge. On le voit bien sur les paumes des mains. Et on le voit parce que avec la friction, les petites pustules ont desquamé au niveau des plis. Et donc, c'est aussi une PEAG. Même chose, pyrexie et autres, à 2 jours de paracétamol. Et en fait, cette jeune fille avait un parvovirus B19. L'érythème pigmenté fixe, c'est une toxidermie que souvent on ne va pas voir à la consultation. Et c'est les patients qui vont le rapporter, en fait. Parce que ça vient très, très vite, typiquement en moins de 48 heures. Et ils vont avoir cette sensation de prurite, cette sensation de brûlure. Et vous allez voir ces plaques arrondies, ovalaires, parfois bulleuses, typiquement en région périorificielle. Ça, une fois qu'on arrête le médicament, ça évolue favorablement en quelques jours. Et dès qu'on va avoir un phototype 3 à 4, en fait, on va avoir ces hyperpigmentations comme on voit chez le dos de ce patient-là. Quelque chose qui est pathognomonique, c'est si on reprend le médicament, ça va revenir aux mêmes endroits, mais plus on le reprend, plus ça va augmenter. Et là, on risque d'avoir un érythème pigmenté fixe bulleux généralisé allant jusqu'à une 22% de mortalité comme les nécrolyses épidermiques toxiques. Donc, c'est pas si anodin que ça. Alors après, parmi les 2 plus sévères, il y a le DRESS. Donc le DRESS, c'est pour drug rash with eosinophilia and systemic symptoms. Le délai, il est rapporté comme étant plutôt long par rapport aux autres toxidermies, mais en réalité, on sait que ça peut être plus court, et notamment pour les bêta-lactamines, où ça peut être assez rapide. Et donc, comme le dit Gwendy, si vous avez un syndrome qui corrobore et vous avez un médicament nouvellement introduit, il faut se méfier, y compris sur le délai plus court que ce qui était rapporté, c'est-à-dire 2 à 8 semaines. C'est une altération de l'état général massive avec un œdème du visage, un exanthème qui est très variable dans le temps, mais souvent associé à des purpura, des pustules quand c'est grave, et une atteinte qui est multisystémique. Vraiment multisystémique, tout est possible. Et ces atteintes, elles sont souvent retardées. Elles arrivent 6-8 semaines après le début, alors que les gens vont plutôt bien. L'atteinte cutanée, parfois, il y en a pas. Et l'atteinte cutanée n'est pas reliée au pronostic. La résolution est longue, vu que ça met plus de 15 jours, parfois plusieurs mois. Et l'hyperéosinophilie est caractéristique. 1, elle peut être retardée, donc faut pas hésiter à le refaire. Et 2, elle peut être absente. Donc il faut pas hésiter à rechercher un syndrome mononucléosique qui va parfois remplacer l'hyperéosinophilie. Les virus peuvent se réactiver, mais c'est plutôt anecdotique pour moi. L'évolution, elle est vraiment comme ça, c'est pour montrer que c'est retardé, hein, c'est-à-dire que vous avez les lymphocytes qui apparaissent assez vite, mais l'éosinophilie, elle va apparaître à un moment, redescendre, elle va pouvoir rebaisser, redescendre. Donc, il faut savoir refaire et contrôler les bilans dans le temps. Voilà le tableau, c'est un tableau d'exanthème avec un œdème du visage. Ça peut être une vraie érythrodermie œdémateuse. Il peut y avoir aussi un aspect très gonflé du visage et des lèvres. L'atteinte muqueuse est très rare, ça peut être une chélite. Mais c'est assez caractéristique quand on le voit. Pour le Lyell, c'est différent. C'est la toxidermie bulleuse et muqueuse par excellence. C'est une mortalité qui est qui est 22% dans les dernières études, mais probablement beaucoup moindre dans les centres experts. Le délai, c'est 4 à 24 jours comme un exanthème maculopapuleux. Malheureusement, il y a parfois des molécules en cause, mais parfois c'est idiopathique. C'est caractérisé par une fièvre très intense et une atteinte muqueuse d'au moins 2 muqueuses, les yeux, la bouche au niveau anal et génital.
D'abord, c'est l'atteinte muqueuse et souvent c'est le rash. Dans un deuxième temps, avec un décollement qui peut atteindre, pour le différencier du syndrome de Stevens-Johnson, un décollement de plus de 30%. Il y a des atteintes viscérales qui peuvent être pronostiques, notamment, je citerai les atteintes digestives, hépatiques et pulmonaires qui peuvent être graves ici. La réépidermisation est plutôt de 10 à 20 jours, mais ça peut être un peu plus long ou un peu plus court, ça dépend des patients. Voilà le tableau. Ça, c'était un Lyell au Bactrim chez une enfant pour une infection urinaire. Ça, c'était un Lyell à la doxycycline chez une patiente en prévention palustre dans un voyage en Afrique. Et ça, c'était un Lyell à mycoplasme, assez sévère chez une enfant. L'érythème polymorphe est différent, c'est à peu près, je dirais que c'est une forme moins grave que l'érythème, que le Stevens-Johnson, c'est des cocardes, vraiment des cibles typiques. Il y a deux associations qu'il faut reconnaître, c'est l'herpès et le mycoplasme, qui sont largement associés, notamment aux formes aiguës et aux formes récidivantes. Mais c'est quand même moins grave. Enfin, les vascularites, c'est des purpura qui arrivent avec un délai comme un exanthème, 7 à 21 jours. Ça peut être vraiment nécrotique. Ça peut être associé comme un purpura rhumatoïde avec des douleurs articulaires, de la fièvre et un syndrome auto-inflammatoire. Et parfois, c'est associé à des auto-anticorps qui sont associés notamment au quinolone, qui permettent de vous aider à déterminer l'imputabilité médicamenteuse. Après, on voulait insister sur le fait que actuellement, en Europe, il y a une grosse épidémie de mycoplasme pneumoniae. C'est une des plus grosses épidémies qu'on a eues ces derniers temps, avec d'énormément de ce qu'on appelle MIMS, des syndromes de Lyell induits par le mycoplasme ou des syndromes de Stevens-Johnson. Et ça, c'est un panel des 15, 20, 30 patients que j'ai vus cet hiver chez des enfants qui ont présenté des tableaux aigus, cutanés, parfois avec des gros décollements, parfois des formes très sévères. Et donc, il faut penser aux autres diagnostics. Dans les autres diagnostics, il faut penser au diagnostic différentiel. Donc, bien sûr, les infections virales, mais généralement, c'est plus court que les toxidermies médicamenteuses. Les infections parasitaires, la toxoplasmose. Le parvo B19, ça donne des PEAG-like, donc des tableaux de pustules, de pustulose des plis. Donc, c'est là où il faut penser. Pour les syndromes toxiniques, les toxines du staph donnent des tableaux ou du strepto vont donner des tableaux de type Lyell avec un décollement, ça c'est le SSSS, le Lyell staphylococcique, et pour le choc toxinique comme pour un DRESS. Et après, il y a d'autres diagnostics différentiels, notamment des hémopathies pour le DRESS qu'il faut savoir évoquer si jamais ça n'a pas marché. D'autre part, il faut savoir que parfois vous avez des intolérances lors des virus et de prises médicamenteuses qui sont pas forcément allergiques. Même si, dans le cadre de la mononucléose infectieuse, méfiez-vous, s'ils ont fait une réaction à l'amoxicilline dans le cours d'une mononucléose infectieuse, on sait qu'ils ont quand même 60% de risque d'être allergiques après. Donc, en reprenant. Donc, il faut savoir les tester, ces patients-là. Et en termes de bilan infectieux, c'est les différentes étiologies, mais c'est ce que je vous ai déjà dit. Il faut faire des bilans infectieux quand vous avez une toxidermie, que vous n'avez pas de médicaments. On a rajouté celui qu'il faut aussi insister, c'est les Coxsackie qui donnent facilement des toxidermies de type Stevens-Johnson-like. Vas-y. Donc, comme on a dit, par la suite, vous voyez, devant toute toxidermie, on a évalué la lésion primaire, on sait dans quelle toxidermie on se situe. On va faire l'histoire clinique. Est-ce qu'il y a des antécédents personnels et familiaux? Effectivement, en fonction de la génétique aussi. S'ils ont déjà pris ce médicament ou pas. Parce que vous savez, il y a des toxidermies sévères, genre l'allopurinol, ça va être dès la première prise, en fait. La phase de sensibilisation et la phase clinique va être en même temps. Le type de lésion, le timing, l'index date, je vais vous montrer. Est-ce qu'il y a eu plusieurs médicaments? Est-ce que c'était la première dose ou déjà pris? Pensez à la demi-vie du médicament aussi. Est-ce qu'il est encore dans le corps ou pas? Si ça a été arrêté depuis 15 jours mais qu'il est éliminé en 48 heures, c'est pas le médicament qui est imputable. Donc, pensez aussi aux signes de gravité. Est-ce qu'il y a eu des desquamations, des séquelles hypo-hyperpigmentées, des comorbidités, et surtout faire des photos. Tout le temps des photos. Faut demander si les patients ont fait des photos et même vous sur le moment même. Comme ça, après, on peut rediscuter et voir pour le bilan. Et ça va vraiment nous aider dans l'imputabilité. Est-ce qu'il faut hospitaliser? Quels sont les signes de gravité? Donc effectivement, dans les signes de gravité, toujours rechercher. Est-ce qu'il y a une atteinte muqueuse? Est-ce qu'il y a des bulles ou un signe de Nikolsky? Donc le signe de Nikolsky, c'est le fait de frotter en zone, pas en zone atteinte, c'est en zone périorificielle péribuleuse, d'accord? Donc en zone saine aussi. Est-ce qu'on a un œdème du visage, vous voyez, qui peut être plus facilement vu chez le DRESS, bien que ce n'est pas systématique. Est-ce qu'il y a des pustules? Pustules, pensez PEAG, 20% de DRESS. Est-ce qu'il y a des polyadénopathies? Pensée DRESS. Est-ce qu'il y a une pyrexie, un exanthème maculopapuleux avec une extension plus étendue de plus de 60% ou une pyrexie? Ça peut être
ce sont des critères pour l'hospitalisation, pour justement gérer les patients. Est-ce qu'il y a des douleurs? Si ça fait mal, c'est qu'il y a une nécrose tout le long de l'épiderme et en fait, ça va se décoller. L'extension des lésions, comme je vous ai dit, l'altération de l'état général ou une instabilité hémodynamique. Il faut savoir qu'on peut avoir des PEAG avec des décès, des instabilités hémodynamiques, des DRESS aussi. Ici, j'en ai eu un dernièrement. Aux urgences, ils ont diagnostiqué anaphylaxie. Et c'était compliqué parce que la patiente parlait pas bien français et qu'on s'est rendu compte qu'en fait, elle m'a dit non, mais ça a mis plusieurs jours, ça a persisté, bon, elle était pas très fiable. En fait, des IDR comme ça, c'est un DRESS avec instabilité hémodynamique qu'elle a eu. Donc, comme quoi, c'est important aussi de bien interroger, d'essayer d'avoir les infos. C'est pas toujours compliqué, c'est pas toujours facile. La chronologie, c'est hyper important quand on voit le patient de récupérer toutes les infos, le timing. On a des frises assez simples, où on met les antécédents, le traitement habituel, parce que si on a un traitement habituel, ce n'est pas ce médicament-là. D'accord? Ça, il faut le zapper. Par contre, tout ce qui va être inclus, on va mettre donc une ligne du temps avec au-dessus la clinique, en dessous les médicaments, date de début, date de fin, et rien que sur base du type de toxidermie, du timing qu'on vous a dit, on peut regarder sur l'imputabilité. Ça va être plutôt celui-là. Ok, il y a que ces trois-là qu'il faut qu'on enlève, les autres on peut les continuer. Parce que parfois on peut pas tout arrêter comme ça. Quelqu'un qui a une crise d'épilepsie ou c'est des chimios avec 36 000 molécules, on peut pas se permettre de tout arrêter. Et parfois on a des complexes comme ça. Et là du coup on se réunit à plusieurs pour discuter, de voir qu'est-ce qu'on doit arrêter en catastrophe, qu'est-ce qu'on peut poursuivre. Et donc l'index date c'est primordial. L'index date c'est quoi? En fait, il y a le date de début probable, c'est la date de début de l'éruption de la toxidermie. Mais puis, il y a la date possible. Et donc, il faut prendre en compte ça. C'est le syndrome pseudogrippal débutant, la petite gêne au niveau oculaire, les grains de sable. Et donc, le biais protopathique, c'est l'erreur qu'on risque de faire. On pense que la toxidermie commence aujourd'hui, alors qu'en fait, elle a commencé 48 heures avant, quand il commence à se sentir pas bien, qu'il avait une lésion, qu'il avait une gêne au niveau de la gorge et des sensations de grains de sable au niveau des yeux. Et donc ça va changer l'imputabilité de votre médicament. Et donc un exemple de biais protopathique, un patient a un abcès dentaire, 5 novembre, le médecin traitant, il reçoit par le dentiste de l'amoxicilline. 5 jours après, il commence à avoir de la toux, une altération de l'état général, une conjonctivite. Le médecin traitant, là, le voit et rajoute de l'azithromycine. Et là, 4 jours plus tard, il nous fait un exanthème maculopapuleux. L'index date, le vrai début de la réaction, en fait, c'est le 10 novembre. L'erreur, c'est que quelqu'un pense que le début de la toxidermie est commencé le 14 novembre et pense que c'est l'azithromycine. Finalement, on se rend compte que c'est un Steven Johnson et en fait, c'est l'amoxicilline qui est en cause. Donc, le fait d'avoir toutes les infos permet de tout de suite savoir lequel va être imputable. Alors ça, c'est quand c'est facile. Ici, des exemples. En fait, nous, c'est ce qu'on va faire quand on a des toxidermies. Donc, vous voyez, on met le premier signe de la toxidermie avec les signes, tous les médicaments, par exemple, médicaments 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce patient en a eu 8. Et on va mettre de camp à camp c'est pris, ou une prise unique. Quand c'est une prise unique, on met une petite étoile. On met les antécédents, on met toutes les infos. Et donc, pourquoi c'est important cette chronologie? Comme on a dit, le DRESS, oui, 2 à 8 semaines, mais comme vous avez vu, il y en a, après des PCI, ça peut venir en 48 heures, quoi. Typiquement, les bêta-lactamines, ça va venir en moins de 15 jours. Donc ça, c'est important à savoir. Les nets, oui, 5, 28 jours, c'est 4, 24. Vous voyez, on n'est pas à un jour près, il faut rester ouvert. L'exanthème maculopapuleux, 5, 21, en fait, 4, 24 plus ou moins. Et par contre, les PEAG et les EPF, comme on vous a dit, ça vient dans les 72 heures. Un exemple, on a une PEAG ou un EPF, ce patient commence la toxidermie à cette date-là, il a 8 médicaments, lequel est en cause? Rien qu'en faisant cette frise, vous savez dire lesquels seront en cause. Eh bien, vous regardez celui, vous mettez J-1, J-3, vous regardez lequel a été commencé là-dedans. Le 5, le 8. Voilà. Vous voyez, ça facilite, Même chose pour le DRESS. On regarde, on va aller jusqu'à -3 comme ça, au cas où pour les cas très rapides, jusqu'à 60 jours comme ça on est large, et on regarde qu'est-ce qui a été commencé à ce moment-là. Hop, ici il y avait le 4, le 7, le 8. Les autres sont pas imputables, on peut les poursuivre. Même chose pour l'exanthème maculopapuleux, vous voyez. Donc c'est à chaque fois la même chose en fait. Et une fois que vous avez compris le système, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Et donc, devant toute toxidermie, on évalue le patient. Quelle est la lésion primaire? Quel type de toxidermie on a? On interroge pour avoir les premiers signes, d'accord?
On examine le patient, on va rechercher les signes de gravité. Est-ce qu'on doit l'hospitaliser ou pas? La frise médicamenteuse. Une fois qu'on a fait cette frise, on peut interrompre les médicaments qui sont imputables et on évite les médicaments de la même classe, bien évidemment. On demande un bilan biologique, donc NFS, fonction rénale, hépatique, CRP et surtout les sérologies. Pour la majorité des hypersensibilités retardées non graves que vous aurez, vous voyez, plus de 80% des cas, c'est des EMP sans signe de gravité. On met un propionate de clobétasol, donc du Dermovat ou Dermoval en France. S'il n'a pas de signe de gravité, pas d'hospitalisation et on peut le suivre tous les 48 heures, en fait, en cabinet. Le bilan allergologique à distance, pas trop tôt, pas trop tard, donc 4-6 semaines, jusqu'à 6 mois, sauf les DRESS, parce qu'ils ont tendance à être faussement négatifs avant 6 mois. Et donc après, comment on les traite? Bon, les formes peu sévères, comme elle vous l'a dit, c'est des dermocorticoïdes. Après, comment on se passe sur les toxidermies sévères? Dans les LAIEUL et les érythèmes pigmentés fixes sévères, malheureusement, aucun traitement n'a montré une efficacité aujourd'hui. Tout a été testé et rien n'a montré une efficacité. Donc, il n'y a pas de recommandation à faire. Moi, j'ai un essai à Lyon auquel Gwendy participe, qui va évaluer un traitement en essai randomisé. J'espère qu'on aura la réponse. Aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation parce qu'il n'y a pas d'efficacité dans les deux pathologies, malgré leur mortalité qui est intense. Dans les DRESS et les PEAG, c'est la corticothérapie générale. On a fait un essai pour la corticothérapie locale forte, c'est-à-dire 5 tubes par jour. Et malheureusement, cet essai est négatif, c'est-à-dire qu'il y a plus de rebonds et d'évolution vers des formes graves dans les formes avec dermocorticoïdes à forte dose. Donc, il ne faut pas faire, hormis centre expert, des dermocorticoïdes à forte dose et plutôt des corticoïdes généraux. Donc, les indications de corticoïdes, vous les avez là. La cytolyse à 5 fois la normale, l'insuffisance rénale aiguë, les atteintes cardiaques et pulmonaires, les atteintes de syndrome d'activation macrophagique, et après toute atteinte neurologique ou auto-immune. Ça, c'est les indications. Malheureusement, des fois, ça répond pas ou ça récidive à la baisse des corticoïdes. Et là, plusieurs choses ont été utilisées. La cyclosporine, les anti-L5 qui sont le mépolizumab ou le benralizumab, le Diaki. Et récemment, on a publié une série avec l'intérêt du Xolair pour permettre de baisser les corticoïdes. Donc ça, c'est l'attitude qu'il faut avoir en sachant que la base, c'est les corticoïdes si c'est sévère. Et après, on décline en fonction, mais il n'y a pas d'essai randomisé. Dans les LAIEUL, il n'y a rien qui a montré une efficacité. En ce qui concerne le bilan allergo, donc il faut toujours avoir la même conduite à tenir. Comme on vous l'a dit, vous avez une histoire clinique, une imputabilité, et après vous avez orienté ça. Donc en gros, comment on fait une imputabilité? C'est vous avez un diagnostic clinique, il faut les connaître, donc il faut bien les maîtriser, parce que de ce diagnostic clinique va déterminer une physiopathologie, et cette physiopathologie, elle va déterminer le délai. Parce qu'il y a des pathologies qui peuvent être plus ou moins rapides, qui vont vous aider à déterminer que vous êtes bien dans le cadre. C'est-à-dire, si vous avez un diagnostic clinique qui colle avec la physiopathologie, avec le bon délai, vous savez que vous êtes bon. Et en plus, si vous avez après un médicament qui est largement apporté pour donner la pathologie, c'est plutôt bon signe. Les délais typiques des toxidermies, on vous les a dit, mais on vous les remet. Ce qui est rapide, c'est EPF, SDRIF et PEAG. Ce qui est plus long, c'est DRESS et LAIEUL, avec une particularité un peu plus longue pour le DRESS, même s'il peut être plus court en fonction du médicament. Il y a des méthodes d'imputabilité qui reprennent des critères sémiologiques et des critères chronologiques et qui élaborent un score. Sincèrement, elles existent, mais en pratique, on les fait peu parce qu'ils nous aident pas, et finalement, c'est notre impression clinique et cette démarche diagnostique qui nous aide plutôt que les scores. En ce qui concerne il faut connaître les médicaments qui sont vraiment imputables. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand vous prenez dermatose à IgA linéaire, 80% c'est la vanco. Donc, si vous avez une dermatose à IgA linéaire et qu'il y a la vanco qui est prise, globalement, vous savez que ça va matcher. Et donc, il faut connaître ça parce que ça va vous aider à vous orienter, même si tout est possible. Mais quand il y en a un qui sort vraiment, globalement, il faut se méfier de celui-là. Donc ça, c'est vraiment important à connaître. Il y a un score d'imputabilité qui a été fait par Mondor, qui s'appelle le score Alden, qui est pour le LAIEUL, qui peut vous aider. Vous pouvez même l'avoir en ligne parce qu'il est faisable en ligne. Et ça peut vous aider à faire le ménage dans les médicaments parce qu'on voit encore trop dans les LAIEUL de médicaments qui sont arrêtés alors qu'ils sont pris depuis 3 mois, alors que les gens ont eu peur, alors que ça n'a aucun rationnel. Donc, n'hésitez pas à vous aider et à essayer de poursuivre les médicaments parce qu'après, quand ils sont arrêtés dans le cadre d'un LAIEUL, ils seront jamais repris. Après,
En ce qui concerne le bilan allergologique, comment on fait? Donc, on fait les tests cutanés, on fait des patch tests et des IDR. Il est noté dans plein de bouquins que les IDR sont dangereuses. En pratique, dans les centres experts, on fait des IDR avec tout. Donc, il faut savoir quand les patch tests sont négatifs, faire les IDR. Est-ce qu'il y a un risque de récidive avec les IDR? Oui, il y a eu un risque de récidive, mais qui sont des récidives minimes. On n'a jamais vu d'anaphylaxie, comme les anaphylaxies de récidive sévère. C'est des petits rash généralisés. C'est tout à fait manipulable ou traitable. Et donc, les IDR apportent vraiment dans la prise en charge ces pathologies. En plus, on peut faire, quand c'est disponible, des tests immunobiologiques qui sont des tests qui vont déterminer soit que le lymphocyte, en présence du médicament, va se transformer en lymphoblaste et donc s'activer, c'est ce qu'on appelle le TTL, soit que le lymphocyte va sécréter des cytokines témoignant de leur activation, on appelle les ELISpot. Les ELISpot sont faisables avec toutes les cytokines possibles. Et donc ça permet de vous aider en plus des tests quand vous avez un doute. Voilà des patch tests, donc vous pouvez voir, et une IDR qui est là, et des patch tests qui sont positifs. Donc, les tests de provocation, globalement, ça vous permet, c'est le gold standard, c'est-à-dire que les tests, ils ont la valeur qu'on veut leur donner, d'accord, mais quand vous redonnez qu'il se passe rien, ils sont pas allergiques. Donc, il faut le faire. Quand vous avez une hypersensibilité allergique, c'est-à-dire que vous avez des tests cutanés positifs, vous pouvez tester les autres molécules de la gamme, et si c'est négatif, vous pouvez faire une alternative, ça se justifie. Ça permet d'éliminer une réaction croisée, et ça permet vraiment d'explorer jusqu'au bout de l'hypersensibilité. Alors, est-ce que les tests de provocation sont indiqués dans toutes les pathologies? Non, je dirais que dans ces pathologies-là, telles qu'elles sont décrites, c'est réservé aux centres experts. Parce qu'il faut que ce soit des centres où il y ait une capacité de mettre en place une prise en charge rapide et efficace de ces patients. Si vous perdez du temps, le temps, c'est pas de l'argent, mais ça sauve des vies. Et donc, il faut vraiment faire attention à pas faire n'importe quoi. On a publié récemment une série où on fait des réintroductions dans les centres de référence en France, mais c'est réservé aux centres de référence. Les autres, je leur conseille pas de le faire parce que les implications sont très importantes. Vas-y, en conclusion. Et donc, pour les tests de provocation, un petit mot juste. Donc, c'est important, effectivement, quand on a un Lyell avec 10 molécules, avant, y tester, ça reste négatif, bon, on s'arrête là et on réintroduit rien. C'est pas possible. Maintenant, donc, le rôle d'allergologue, ça change. Il faut savoir répondre rapidement. L'onco, par exemple, quand il y a justement une réaction avec un DRESS ou un Stevens-Johnson, lui, ce qu'il veut, c'est savoir qu'est-ce que je dois redonner vite au patient. Et donc, maintenant, le rôle d'allergologue, ça change. Il faut savoir répondre vite et bien, et c'est pour ça que c'est important l'imputabilité. C'est pour ça qu'on commence à réintroduire en centre expert. On va pas faire les cow-boys, où genre on a un DRESS ou un SJS avec plusieurs molécules dont l'allopurinol. Si on est sûr, nous, en imputabilité que c'est en cause, on va clairement pas le réintroduire. Le test de provocation va servir à la molécule pour laquelle on pense qu'il n'est pas imputable, d'accord, et pouvoir libérer justement et offrir des options thérapeutiques aux patients. Et donc, comme vous voyez, donc les toxidermies, c'est un grand polymorphisme, donc important de savoir quelle est la lésion primaire, sur quelle toxidermie on est. Donc, on connaît les grands syndromes, ou en tout cas, ça nous fait penser, pustule, DRESS, PEAG, vite, je vais aller revoir c'est quoi le timing. Comme ça, vous savez plus ou moins déjà avoir les infos. L'examen clinique, on recherche les signes de gravité. Est-ce qu'on sait le gérer en cabinet? Est-ce qu'il faut l'hospitaliser? La frise médicamenteuse, donc prendre toutes les infos. Moi, les assistants, ils savent que ça sert à rien de m'appeler ou je ne sais pas. Moi, je veux la photo, la frise et tac, tac, tac. Ok, t'arrêtes ça et tu continues le reste. Le bilan allergologique, ni trop tôt, ni trop tard, et les mesures préventives adéquates. Merci.